sommes maintenant avec le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Bonjour général. Bonjour. Alors, quelles sont les forces en présence au 7e jour de la guerre? Nous venons de l'entendre, côté ukrainien, il y a des civils, des membres de la diaspora en soutien de l'armée régulière. Face à eux, rappelons-le, la deuxième armée du monde, l'armée russe, elle aussi épaulée, selon le Times, par des mercenaires de Wagner ou encore des soldats tchétchènes. Oui, bien vous l'avez dit, on est face à une grosse armée conventionnelle qui est l'armée russe, qui se bat contre une armée qui était à la base 6 fois moins forte qu'elle, l'armée ukrainienne, avec des matériels vétustes, pas extrêmement entraînés. Effectivement, d'un côté, ce qu'on appelle des brigades internationales et des volontaires qui sont en train d'essayer de rentrer en Ukraine pour aider leurs frères ukrainiens. Et puis de l'autre côté, deux autres acteurs qui sont intéressants par leur nature. D'une part, la légion tchétchène, dont on dit qu'elle est déjà arrivée sur le territoire et qui a une particularité importante pour les Russes, c'est qu'elle n'est pas slave et elle n'est pas chrétienne. Une des difficultés de la Russie, c'est que les soldats russes sont des résultats européens et chrétiens qui se battent contre des slaves chrétiens. Et donc, contre leurs cousins ukrainiens. C'est leur cousin ukrainien. Et donc, ils se servent des mêmes matériels, ils parlent la même langue, puisque tous les Ukrainiens sont russophones et ukrainophones, ils ont la même religion, ils se battent entre eux. Et donc, on est dans une espèce de guerre civile avec une faiblesse possible de l'armée russe, parce que les soldats ne sont pas, semblent hébétés quand on les interroge, et se disent « mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Les Tchétchènes, au contraire, ne sont pas les Européens, ont d'autres croyances, et donc pourront agir de manière très différente. On sait en plus que la légion ukrainienne, la légion tchétchène a une réputation de grande brutalité. Les autres, ce sont Wagner, qui sont des mercenaires, donc prêts à tout, et non reconnus par Poutine en tant que tel, et qui donc peuvent commettre des exactions sans que ce soit porté, de manière visible, au passif de M. Poutine, et qui probablement vont avoir comme mission d'aller chercher à tuer les représentants du gouvernement ukrainien, dont bien sûr le président Zelensky. Alors l'envoi en première ligne de combattants sans foi ni loi, entre guillemets, donc ces soldats tchétchènes et donc ces mercenaires paramilitaires de Wagner, ça fait partie de cette stratégie d'accélération, de durcissement de l'offensive russe? Écoutez, on a bien compris que en fait, le plan initial de M. Poutine, qui était décapité en une journée, cette affaire n'a pas échoué. Cette affaire, pardon, l'Ukraine a échoué. Et donc on est dans une deuxième phase. Et là, si vous voulez, le temps joue contre M. Poutine. Ne serait-ce que parce que sa population ne va pas supporter longtemps cette affaire-là, que quelques oligarques les lâchent, etc. Et donc il va chercher soit à l'emporter rapidement, soit en se mettre en position d'avoir des pourparlers qui lui seront favorables en montrant la capacité de destruction qu'il est capable d'accumuler, en particulier autour de Kiev. Alors, stratégie agressive sur le terrain et en parallèle, ça peut surprendre. La Russie dit aujourd'hui vouloir reprendre dès ce soir les pourparlers avec une délégation ukrainienne entamée ces derniers jours. Ça fait partie de la stratégie, ça aussi ? Et écoutez, ça n'est pas surprenant, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Par exemple, pendant les pourparlers de paix à Paris pour terminer la guerre du Vietnam, jamais les bombardements américains n'ont été aussi forts à Hanoï. Et par contre, ils se parlaient à Hôtel Majestic à Paris avec la délégation nord-américaine. Pendant la crise de Cuba, les bateaux arrivaient avec leur tête et Khrouchtchev et Kennedy étaient en train de négocier. Vous savez, la diplomatie et la guerre, c'est la même chose. Ce sont des outils de communication entre des volontés. Et donc, c'est toujours comme ça. Et pendant les négociations, les combats ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que chacun cherche à accroître, à améliorer ses positions sur le tapis vert. Donc, on n'est pas dans un jeu de cartes, on est dans la guerre réelle. Et la guerre réelle, elle est comme ça. Merci beaucoup, Général Desportes, de nous avoir accordé ces quelques minutes, de nous avoir livré votre analyse de la situation. La Russie, toujours marginalisée de la communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations unies va sans nul doute voter dans les prochaines heures un projet de résolution condamnant la déclaration de guerre à l'Ukraine. Ça n'est pas contraignant, mais ça revêt d'une forte valeur politique. On peut aussi évoquer cet appel lancé aujourd'hui par le président ukrainien Zelensky, appel à tous les juifs du monde à ne pas rester silencieux. Volodymyr Zelensky, de confession juive, rappelons-le,
rappelons-le. Et puis l'opposant historique à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, lance lui aussi un appel à des manifestations quotidiennes en Russie contre la guerre. Il qualifie Vladimir Poutine de petit tsar complètement fou dans un message